aujourd'hui, enraciné ou flexible ? Point d'interrogation. J'ai pensé à ce thème de la flexibilité en repensant à un célèbre passage de Blaise Pascal, qui est un auteur, un philosophe, un mathématicien du XVIIe siècle, un célèbre passage où Pascal compare l'être humain à un roseau. Alors que nous dit Blaise Pascal dans ce passage? Il parle de la conscience de la mort, et il dépeint la fragilité, la vulnérabilité de la vie humaine, et il la met en balance avec cette conscience de la mort qui fait que l'être humain a une profondeur spirituelle, une dimension d'âme, qui lui donne une dignité toute particulière. Je lis le passage en question. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ceux qui le tuent, puisqu'il sait qu'il meurt. Et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. On voit ici toute la vulnérabilité, la fragilité de la vie humaine qui est dépeinte, le fait que le sort de l'être humain dépend parfois de ce qui semble tout à fait minime du point de vue des forces naturelles. Une maladie peut causer sa perte. Mais en même temps, il y a cette dimension spirituelle qui fait qu'il apparaît différent, il apparaît d'un autre ordre que la nature inerte autour de lui, ou en tout cas que l'ensemble des autres êtres qui sont privés d'âme. Alors on trouve cette célèbre identification du roseau à l'humanité, en tout cas à une partie de l'humanité, chez un autre auteur célèbre du XVIIe siècle. Je veux bien sûr parler de La Fontaine. Dans ses fables, vous me voyez peut-être venir, c'est la célèbre fable qui s'intitule Le chêne et le roseau. Alors que nous dit La Fontaine dans cette fable? Il met aux prises un chêne et un roseau qui sont proches l'un de l'autre, et le chêne est très arrogant. Il s'adresse au roseau en le méprisant parce qu'il est conscient de sa force, il est conscient de sa magnificence, il est conscient de son épaisseur, de sa résistance par rapport aux autres forces naturelles, et donc il fait montre de condescendance, il s'adresse au roseau comme à un être fragile. Je lis le début du poème. Le chêne un jour dit au roseau: vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le roitelet, je le précise, c'est un petit oiseau. Et donc il dit au roseau finalement que le moindre vent lui fait courber la tête, le fait plier, et il utilise une célèbre expression: tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Ce qui, pour le chêne, est un vent léger, agréable, paraît à l'échelle du roseau comme un vent dur, violent et particulièrement rugueux. Et donc le chêne dit au roseau en substance: mais finalement la nature a été très injuste avec vous. Alors, évidemment, le texte est en deux temps, il est même en trois temps. D'abord parce qu'il y a la réponse du roseau. Le roseau ne va pas laisser le chêne s'étaler ainsi sans lui rétorquer quelque chose. Et aussi parce qu'il va y avoir une circonstance naturelle qui va montrer que le rapport de force du début va totalement s'inverser. Donc je lis un petit extrait du poème de La Fontaine. « Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel. Mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. » Voilà ce que lui dit le roseau. Effectivement, la force du chêne, c'est son enracinement, sa rigidité, c'est son épaisseur, c'est, je l'ai dit, sa majesté tout à l'heure. Mais il lui manque quelque chose de fondamental dans la définition de la force, c'est l'agilité, la flexibilité, la capacité de s'adapter aux circonstances. Alors que nous dit La Fontaine dans la fin de son poème? Il y a un vent terrible qui se lève, qui vient du nord, un vent dévastateur, des bourrasques terribles. Voici les tout derniers vers du poème. « L'arbre tient bon. » L'arbre, c'est le chêne. L'arbre tient bon. Le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. La fin est magnifique, effectivement, le chêne, dont la cime paraissait toucher le ciel et dont les pieds, les racines semblaient pénétrer les tréfonds de la terre jusqu'aux enfers, finit par être non seulement renversé, mais totalement déraciné. Alors il y a plusieurs choses qui nous sont énoncées par les deux textes là, que je viens de lire. D'abord Pascal, je l'ai dit, nous dépeint la vulnérabilité humaine, mais en même temps la force de l'être humain qui est la profondeur de son âme, la profondeur de son esprit qui est étranger à la matière inerte et étranger aux autres êtres qui peuplent la nature et qui, du point de vue de Pascal, n'ont pas d'âme. Et du côté de La Fontaine, il est question d'un autre type de force. Il est question d'un côté de la force rigide, qui est celle du chêne, une force dure et en même temps frangible,
qui peut rompre, qui peut casser, et de l'autre côté, la souplesse, l'agilité, l'adaptation aux circonstances. Donc effectivement, la dimension spirituelle de l'être humain lui confère une dignité particulière dans l'ordre de la nature, mais il ne faut pas qu'il oublie qu'il a devant lui la tentation de deux forces qui ne sont pas exclusives ou opposées l'une de l'autre, mais qui devraient être complémentaires. C'est très bien d'être enraciné, d'être bien ancré, comme on dit souvent à l'époque moderne. L'enracinement est une véritable force. Mais si cet enracinement est une fixité rigide, alors cet enracinement risque de se retourner contre celui ou celle dont elle est supposée garantir la sécurité. Il faut donc toujours garder à l'esprit que s'adapter aux circonstances permet de ne pas être déraciné ou de ne pas être brisé. Merci de votre attention, bonne journée, bonne soirée.